Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 12e numéro d'Endzone. Aujourd'hui on va revenir sur le Week 14, évidemment, avec Valentin Magnien. Salut Val. Salut Coco, salut tout le monde. On a eu encore du poulet ce week-end, ça a été exceptionnel, que des gros matchs. Et j'ai envie de dire que ça a très très bien commencé. Ouais, ça... Pour les Packers, beaucoup moins parce que t'as été peut-être un peu déçu. Déçu non, parce que ça reste les Lions, on va direct commencer là-dessus, en résumant le Week 14, mais effectivement les Packers... Le TNF des Packers contre les Lions, victoire des Lions 34-31. Ça s'est fini sur un dernier field goal, franchement une fin de match extraordinaire. Fantastique. Fantastique. Et tu vois, je suis pas déçu parce que les Packers n'étaient pas loin et en plus de ça, c'était à Détroit. Donc vraiment, pour moi, c'est pas une déception. Au contraire, c'est plus une confirmation dans le sens où les Packers sont vraiment prêts pour aller aux playoffs. Les Packers sont prêts, mais c'est surtout qu'ils dominaient, quoi. Les Lions, c'est une partie du match. Attention, pas toute, mais surtout que, ils ont fini par se faire rejoindre au score, bien évidemment, et prendre ce field goal par la suite. Mais ils ont vraiment dominé dans le jeu. On sentait qu'ils c'était vraiment, je pense, depuis le début de la saison, à part les Vikings, il y avait les Packers qui ont été proches de faire tomber les Lions. Ces Lions. C'était clairement l'équipe la plus proche et même pour eux, je pense que c'est le match référence de l'année. Pourtant, ils sont en 9-4 maintenant. Maintenant 9-4, mais sur les 9 victoires, je pense que cette défaite-là, en fait, c'est le match référence des Packers cette année. Et pour moi, c'est un match playoff, quoi. Ils étaient en démonstration, l'ambiance même était playoff, tout était au rendez-vous, le niveau de jeu. On a eu un très bon Jared Goff. Encore. 32 sur 41, 283 yards, 3 touchdowns. Et un Jordan Love, mais c'est correct et toujours régulier. 12 sur 20 à la passe. 206 yards, un touchdown, c'est peu, mais 200 yards en 12 passes. Exactement. C'est ça qui est fou. Donc, mais après, c'est Jordan Love, on sait qu'il peut aller plus haut, mais il est toujours dans ce niveau correct depuis le début de saison. Et pour l'instant, ça marche pour les Packers. Il va falloir peut-être élever son niveau pour atteindre les playoffs, parce qu'on sait que dans cette conférence, c'est très très chaud. Les trois de la même division peuvent être qualifiés, mais là, du coup, il va falloir se bouger pour les prochains matchs. On fera sur un point sur le classement un peu plus tard dans l'émission. Exactement. On a eu aussi les Dolphins face aux Jets. C'était hier soir. Victoire 32-26 des Dolphins. Pas évident. Dans l'overtime. Ouais, pas évident. Les Jets qui ont quand même complètement dominé pendant la majorité des quarts-temps Miami. Mais Miami s'en sort toujours et Miami relève la tête. Mais c'est surtout New York qui galère. Ouais, c'est surtout New York qui galère. Enfin bon, moi je m'attendais à mieux quand même de la part de Miami, surtout que c'était là-bas. Enfin, je pense que t'as dû être un petit peu stressé dans cette fin de match. Mais honnêtement, on s'attendait pas à gagner. Miami n'était pas du tout. Si tu mets les scores et les pronostics, ça change tout à la fin du match. Mais c'est ça, et c'est aussi ce qui fait aussi la force de ces Dolphins. Il y a eu une belle équipe offensive et c'est ce qui a permis d'avoir toujours ces ressources-là et de faire du bien. Toi a été bon, Tyreek a été bon. Devon Achane qui lui on l'attendait pas à ce niveau là, mais cette saison il est fort, finalement il prend la place d'un running back quand même exceptionnel. Enfin, genre, il est bon, il est consistant dans sa manière de jouer. Il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe aujourd'hui. Exactement, mais aujourd'hui c'est surtout, je pense, une arme offensive létale pour Miami, et je pense qu'ils passent beaucoup plus maintenant, et ça se voit dans leur jeu, au sol qu'à la passe. Carrément. On a eu les Vikings aussi face aux Falcons. C'était le match sur 6 play. Et l'un des matchs de ce week, les Falcons sont un peu pris l'eau, on va pas se mentir, mais les Vikings ont été exceptionnels avec un homme dont on va reparler pendant toute l'émission, j'ai envie de dire, c'est Sam Darnold avec 5 touchdowns à la passe, ça a été fou. Sam Darnold, Addison et Jefferson qui sont un petit peu le trio de fou de cette équipe. Jefferson qui avait pas marqué depuis mi-octobre, et là ça y est, il a enfin scoré. Et c'est surtout les statistiques. Enfin, moi, à la passe, Addison qui est 133 yards en 8 réceptions, et Jefferson qui a 132 yards en 7 réceptions. C'est fou. Et les deux ont une note de fantasy qui est juste folle, au-dessus des 40 points. Donc honnêtement, c'est quand même excellent. Et surtout les passes de Darnold. C'est 22 sur 28 quand même. Oui. Et 5 touchdowns à la passe, 347 yards. Pour un mec qui se faisait balader de franchise en franchise il y a encore quelques années, cette fois-ci il est installé à Minnesota et il compte pas y bouger. Et quelle revanche par rapport aux Falcons, parce qu'on le rappelle, il était aux Falcons l'an dernier, Sam Darnold, il est arrivé aux Vikings avec par la petite porte. Kirk Cousins l'a remplacé aux Falcons. Kirk Cousins devait être largement au-dessus de Sam Darnold. Et il a gagné son duel hier face à Kirk Cousins. Et quelle démonstration, Kirk Cousins qui est totalement passé à côté de son match, qui a subi 2 interceptions, sans touchdown, donc
c'est un match à oublier et surtout, est-ce qu'il va peut-être pas planter les Falcons dans la fin de saison? Pour moi, là, il est en train de devenir un boulet pour les Falcons plutôt qu'autre chose, alors que les Falcons étaient très bien partis. On se rappelle, on s'est dit peut-être qu'ils vont aller chercher les playoffs et finalement, il est en train de un petit peu plomber cette équipe. On se rappelle du dernier match la semaine dernière, 2 interceptions catastrophiques. Je crois que c'était 3 ou 4 interceptions dans le match. 4 interceptions dans le match et 2 consécutives. Et 2, c'est flagrant, quoi. C'est une erreur de débutant. Alors, pour un Kirk Cousins, à ce prix-là, c'est clairement pas possible. C'est sûr, et puis surtout, ils étaient comme tu l'as dit, ils étaient dominants dans leur division. Ils étaient en 6-4. Et voilà, là, avec 3 défaites d'affilée, ils sont en 6-7. Donc à ce moment-là, c'est quand même pas du tout ils vont pas y aller, un luxe de perdre des matchs pareils. Et quand on voit la concurrence et du coup le faible pourcentage de chance, avec Miami, c'est les 2 seuls qui peuvent prétendre mais le pourcentage est faible. Il est faible, c'est pour ça. C'est les 2 seuls qui peuvent. Mais c'est trop faible et à mon avis ça ne passera pas. Ça ne passera pas non plus pour les Saints et les Giants. C'était un petit match aussi, 14-11 pour les Saints, Derek Carr qui se blesse, donc voilà, double coup dur pour New Orleans. On a eu les Eagles face aux Panthers, les Eagles qui ont encore gagné, mais qui ont eu encore de la difficulté face aux Panthers, les Panthers qui arrivent à titiller les gros. Et on pensait que les Panthers contre les Chiefs ce n'était pas qu'une illusion, mais en fait si, ils en sont capables de... Ça fait 3 matchs maintenant d'affilée. Ça en faisait 2 avant, et maintenant avec cette défaite contre les Eagles, on pensait qu'ils pouvaient le faire. On en a discuté en interne avec Flo aussi, qu'on va retrouver après, mais on pensait qu'ils allaient le faire, et finalement Philadelphie continue sur sa lancée. C'est ça, Saquon qui s'est un petit peu réveillé pour inscrire un touchdown, mais il n'a pas été non plus fulgurant dans ce match. Et les Nerds, c'est pareil, ça n'a pas été extraordinaire pour les Eagles, franchement, ce match-là. C'est pas un match à retenir, mais c'est quand même à retenir parce que même quand ils ne vont pas bien, ils arrivent à gagner, contrairement au début de saison. C'est ça, et c'est surtout que ça faisait quelques matchs où il restait sur quand même un gros écart de points, plus de 30 points à chaque match, et là ils descendent un petit peu la barre, c'est un 22-16 un petit peu timide. Ils sont 11-2 contre les Panthers. Mais voilà, ils confirment, ils gagnent, et il y a une patte de points comme une certaine équipe. Non, on va en parler après de cette équipe-là. On a eu les Steelers face aux Browns, 27-14 pour les Steelers, Pittsburgh qui confirme, et Russell Wilson qui est dans les débats pour prolonger l'année prochaine. Il avait un contrat normalement qui s'arrêtait en fin d'année 2025. Ouais, bien sûr. Il est en discussion, justement, les Steelers veulent le prolonger parce que son rendement est bon par rapport à son prix. C'est ça, et surtout que on en a parlé, voilà. On en a parlé tout au fil de la saison, mais il y avait aussi il vient de quitter Denver, il est dans un petit peu, on sait pas 36 ans. Exactement, il est dans cette ancienne génération de quarterback. On sait pas encore ce qu'il peut apporter à cette équipe. En fait, on a notre réponse, on l'a eu la semaine dernière, pardon. Et là, le score 27-14, il est très représentatif parce qu'il est resté de 27-7 pendant une grande partie du match. Et c'est surtout que, en fait, ils n'ont pas existé en face, et Pittsburgh a juste été régulier et consistant. Et là, ils reprennent une marche en avant après un petit coup d'arrêt. Donc ça ne peut que leur faire du bien. Attention à Pittsburgh pour les playoffs, effectivement. On a eu les Bucks de Tampa Bay qui se sont imposés 28-13 face aux Raiders. Les Raiders, comme on dit, continuent dans cette régularité de défaite. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment ça aurait pu être pour les Chiefs à leur désavantage il y a une semaine ou 2. Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Mais là, les Buccaneers, eux aussi, il fallait qu'ils reprennent leur marche en avant. Sans un Baker Mayfield très... Ça va. Ouais, mais pas étincelant. J'ai noté quelques interceptions durant ce match. Il y en a eu 2 de son côté. Mais par contre, offensivement, ça reste létal quand ça passe. Les Raiders qui sont... offensivement, c'est dégueulasse. Mais par contre, je suis pas d'accord. Défensivement... Je suis pas d'accord. Ah ouais ? Offensivement, c'est pas si dégueu que ça. Parce que t'as quand même un sacré tight end qui est rookie cette saison, c'est Brock Bowers. Oui, bien sûr, c'est qui est exceptionnel. Mais non, je trouve que c'est pas si dégueu que ça, les Raiders. Au contraire, je trouve qu'ils sont un peu sauvés dans leur match par l'attaque que par la défense. Ouais, mais après, on voit, il n'y a toujours pas vraiment de choix de quarterback. Là, ils en ont 2 qui ont joué respectivement. Si on enlève le quarterback, pour moi, ça va. Mais bien sûr, si tu rajoutes le quarterback, je suis totalement d'accord avec toi, c'est pas encore stable. Et puis surtout les Bucks, on attendait aussi qu'ils tapent un petit peu du poing sur la table et qu'ils confirment un petit peu leur remise en route. Là, c'est une victoire 28-13 sans broncher, pas de bavure, quoi. Pas de bavure, et surtout, même si Baker Mayfield se fait intercepter 2 fois,
Bah, finalement, il est à 3 touchdowns à la passe et 295 yards. Et des beaux petits touchdowns. Mais ça faut le noter. De toute façon, à Tampa, on est jamais. On se régale un petit peu. On se régale à Tampa. On se régale aussi du côté de Tennessee. Les Jaguars qui se sont imposés 10-6 face aux Titans. Ça a été le match. Pour moi, le match de l'année. C'était le thriller attendu de cette week 14 et on n'a pas été surpris. Enfin, moi, honnêtement, un score comme ça et puis surtout une intensité rare. Pas mal. Non, évidemment, on plaisante. Ça a été un match catastrophique, le pire match du week et on s'y attendait entre deux des pires équipes de la ligue. On savait pas si ça allait être entre les Saints et les Giants, mais finalement on a eu la réponse. On a eu la réponse. Les Saints, ça allait encore, même si c'était un petit peu dégueu quand même. Mais les Titans face aux Jaguars, courage à ceux qui sont allés voir ce match-là. Exactement. En pronostic de la semaine dernière, on n'en attendait pas grand-chose. Finalement, on espérait quand même un peu mieux. On n'a pas été déçus quand même dans ce sens-là, parce que du coup on n'en attendait rien. Les Seahawks face aux Cardinals, là ça a été un gros match par contre. Les Seahawks qui font peur, clairement 30-18 face aux Cardinals, ça carbure, ça ne s'arrête pas et les Seahawks qui vont clairement au playoff. Ouais. Non, et honnêtement, on l'a vu, là on voit charbonner le running back des Seahawks et en fait, il y a eu un coup de mou en mi-saison. C'est ça. Là, ça repart pleine balle. 4e victoire consécutive, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc la victoire est de retour à Seattle et surtout que là en fait ils sont dans le rush qu'il fallait parce que ils étaient dans une division où c'était quand même assez serré. Maintenant ils prennent le lead et il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça. Dans la même division d'ailleurs il y a eu les Niners qui ont gagné face aux Bears 38-13, mais les Niners quand on regarde c'est compliqué, toujours dernier de la division et donc là on se dit que les Seahawks sont plus que jamais favoris. Ils ont perdu trop de matchs récemment qui leur ont coûté cher. On savait que de base c'était une division très fermée et surtout il fallait que les équipes prennent le maximum de victoires à ce moment-là où justement il y avait une sorte de marasme, un petit peu d'égalité là plutôt sur un pied d'égalité. Et là les Niners n'ont pas pu en profiter. Heureusement ils ne perdent pas contre les Bears, mais c'est trop tard. Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Pour moi, c'est trop tard pour les Niners. En plus, là, on va y venir à la 3e équipe de cette division. L'équipe qui est 2e actuellement, c'est les Rams. Les Rams sont inarrêtables. Ils viennent de gagner face aux Bills 44-42. Je ne sais pas si on se rend compte de la performance de Los Angeles. C'était à Los Angeles. Et franchement, quand on regarde la performance des Rams, on se dit c'est pas possible que cette équipe-là ne puisse pas finir au moins 2e de cette division. Non, et puis surtout, il fallait que ça continue à Los Angeles pour gagner. Un match dans le match exceptionnel entre Josh Allen et Matthew Stafford. Honnêtement, on a été ravis. Et c'était juste une démonstration offensive. Pareil avec Nakua des aussi, deux côtés. Et Tyrone Williams. Exactement, mais franchement, vraiment l'envie de jouer, le beau jeu revient à Los Angeles. Ils ont eu un mauvais début de saison à cause des blessures de Nakua et de Kupp qui sont sujets et ça va falloir en parler. Mais quand ils sont sur le terrain, qu'est-ce que ça joue bien et qu'est-ce qu'ils sont importants. Franchement, je trouve que les Rams brillent de plus en plus cette saison. Comme tu l'as dit, début de saison, on en avait parlé. Pour nous, on voyait même pas les Rams faire quoi que ce soit cette saison. Non, bien sûr. Et aujourd'hui, ils sont dans les discussions pour potentiellement aller au playoff. Et parce qu'ils ont trop d'armes offensivement. Nakua qui a 162 yards sur 12 réceptions, c'est quand même plus qu'important. Et honnêtement, on voit, tu parlais de Williams. Williams, c'est fou. 87 yards, 2 touchdowns inscrits. Et surtout Matthew Stafford, c'est 320 yards et 2 touchdowns. Il a complété 23 passes sur 30. C'est propre, quand Los Angeles joue à ce niveau-là, et là surtout ils sont frottés à des Bills qui offensivement n'étaient pas en reste non plus. C'était en 10-2 les Bills. Bien sûr. Quand même, on parle des Bills. Ils n'ont pas baillé devant les Chiefs. Et surtout, ils étaient sur une série de victoires de 8 victoires. Donc c'était quand même c'est fort. Très très fort et Los Angeles marque un grand coup. Bon, si je porte ce maillot, c'est pas pour rien non plus. Victoire des Chiefs 19-17 face aux Chargers et c'est surtout que les Chiefs, ça y est, sont champions de la division. Donc voilà, c'est déjà une belle étape pour les Chiefs et évidemment, on va peut-être parler de ce match avant. Je pense que tu vas avoir pas mal de choses à dire, pas mal de reproches parce que encore une fois on gagne avec une chance phénoménale, un field goal dans les derniers instants grâce notamment à un Patrick Mahomes clutch dans ce match. Toujours, il obtient du coup la field goal target et derrière le field goal est transformé poteau rentrant. C'est ça le plus fou. Et t'as Andy Reid qui dit juste après justement je voulais pas regarder et tu vois une vidéo où il regarde pas le field goal.
le scénario est fou. On est mené 17-16 à la toute fin et on gagne 19. Sans votre kicker titulaire en plus. Sans Harrison Butker qui justement était sur le banc et lui il était aussi choqué parce que c'était inattendu. Donc voilà, encore une fois c'est une victoire importante en plus face aux Chargers qui étaient deuxième de la division. Donc là ça fait 5-0 pour cette division pour les Chiefs et face aux Chargers qui étaient sur une très bonne forme aussi. Donc là, c'est quand même assez fou. Non, c'était un match, mais est-ce qu'on s'attendait pas à un peu plus de spectacle des deux côtés ? Mais est-ce qu'on s'attend pas toujours à plus de spectacle ? Non, mais exactement. Mais on parlait des Chiefs, mais les Chargers, je suis désolé, mais c'est juste impressionnant depuis ce début de saison. C'est vrai. 8-5, ils sont quasiment déjà qualifiés en play-off, eux, de leur côté. Ouais. Mais c'est surtout que c'était quand même l'un des matchs références de cette semaine. Et je sais pas toi, mais moi j'étais un petit peu sur ma faim. Moi je le suis depuis le début de saison sur ma faim, c'est-à-dire que ok il y a le 12-1 mais sur les 12 victoires moi il y en a pas une qui m'a marqué hein. En fait si ça me marque à chaque fois parce que t'as cette cohésion de groupe qui est exceptionnelle que tu ne vois dans aucune équipe, aucune franchise de la ligue. On peut me dire oui les Bees ou quoi que ce soit ou les Lions qui sont un collectif exceptionnel. Non, parce qu'en fait les Chiefs c'est dans la douleur ils sont là. On le voit à chaque match est difficile à gagner et pourtant ils arrivent à le gagner, ils sont en 12-1, enfin c'est pas rien non plus et c'est là où je me dis que c'est quand même assez fort pour cette équipe. Maintenant quand tu regardes tous les matchs, il n'y en a pas un qui me marque, il n'y en a pas un où je me dis ouais c'est le match de l'année. Le match qui devait être le match de l'année face aux Bills, ça ne l'a pas été. Ouais, ils ont été défaits là-dessus justement. Voilà, donc c'est toujours très inquiétant. Maintenant je me dis que le mode playoff va être activé et quand le mode playoff est activé chez les Chiefs, ça gagne un Super Bowl. Donc tu vois, j'ai pas encore d'inquiétude là-dessus, mais c'est clair que si on arrive en playoff avec ce niveau de jeu-là, je pense que ça va pas aller si loin. Exactement, mais ce qui est aussi bien de voir, c'est que les équipes arrivent de plus en plus à accrocher les Chiefs. C'est ça. Et pour les playoffs, ça ne peut être que rassurant pour le niveau de jeu. Et des deux côtés, il va falloir vouloir cette place pour le Super Bowl, surtout comme on sait comment elles sont chères dans la conférence. Et puis j'ai l'impression que cette année ça va être beaucoup plus dur que les années précédentes pour les Chiefs, parce que vraiment rien qu'en AFC, quand tu regardes les Bills, les Bills... Pas tout le monde est capable de gagner un tripit, hein, tu vois. Non, mais bien sûr, mais je veux dire même rien que pour aller en finale de conf, tu dis qu'il y a quand même aussi les... Bon, ça sera normalement les Bills si tout va bien en finale, mais même là, je me dis ça va être compliqué, ça va être très compliqué, mais... Pourquoi pas, parce que quand le mode playoff sera activé encore une fois, je pense que ça pourra le faire pour les Chiefs. On va voir, mais ce qui est important, c'est surtout de voir que en fait, les taux se resserrent et les équipes se rapprochent de plus en plus du niveau des Chiefs. Donc ça va être important. C'est quand même mieux comme ça que parce qu'on se plaignait de la domination des Chiefs. Ok, ils sont en 12-1, mais encore une fois, tout le monde est proche. La suprématie n'est plus à Kansas. C'est ça. Bon, attention quand même, parce qu'on est quand même en 12-1 et on va dire que le tripit n'est pas non plus si loin que ça. Non, bien sûr. On a les Bengals face aux Cowboys, ce sera le match de cette nuit, pas le match de l'année, mais bon, les Cowboys peuvent prétendre au playoff en cas de victoire. Exactement, toi tu avais misé sur les Cowboys la semaine dernière, on va voir ça ce soir, ça va être un match très important. Ouais. Les Bengals qui eux doivent gagner aussi, même si les chances de playoff sont moindres, on a vu. C'est pour le beau jeu là. Exactement. Mais c'est quand même important pour eux aussi de ne pas faire pâle figure, et quand on voit les joueurs qu'ils ont dans leur effectif, il va falloir essayer de les convaincre de rester. C'est clair. À noter aussi le Kyle Shanahan qui est confirmé, le head coach des Niners par justement le manager général des Niners. Donc ça a été confirmé à la radio. Donc voilà, on doutait de son poste parce que forcément quand on voit les récentes performances, les récentes prestations, c'est catastrophique. Les Niners n'iront peut-être pas au playoff, je pense même sûrement pas au playoff. Et pourtant le coach est quand même confirmé. On passe aux joueurs du mois de novembre, parce qu'on a eu la liste, forcément, avec en NFC le MVP, donc c'était Saquon Barkley. Je pense qu'il n'y a pas de surprise là-dessus. Juste un mois de novembre exceptionnel. Offensif, il faut préciser, parce que défensif, c'est Jonathan Greenard des Vikings. Saquon Barkley, 626 yards à la course, 5 touchdowns, 151 yards à la réception et un touchdown à la réception. C'est juste fou et c'est mérité. C'est exceptionnel. Et de l'autre côté, en conférence, on n'est pas non plus dans le reste. C'est Joe Burrow qui est le joueur offensif du mois de novembre, donc le QB des Bengals.
1035 yards et 12 touchdowns, une interception seulement et 107,7 d'évaluation avec le QB ranking. Franchement, c'est phénoménal aussi. Hein. Et quand tu vois les deux joueurs du mois de novembre, en fait, ça résume très bien la saison. C'est deux joueurs qui ont surperformé offensivement. Et qui porte son équipe. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que les deux sont dans le top 5 des meilleurs joueurs de la ligue actuelle, je parle, en niveau de jeu. De jeu. Si on enlève de tout le côté bilan et résultats collectifs. Je parle pas MVP là, tu parles vraiment bien sûr, qualité quoi. Ouais, exactement. Et surtout en consistance tout au fil de la saison. C'est des mecs qu'on a retrouvés toujours avec des stats exceptionnelles. C'est sûr. Et il y en a un, tu l'as dit, qui porte son équipe, l'autre qui l'a subi. L'autre qui l'a subi, c'est ça, Joe Burrow. On a aussi du côté des rookies Brock Bowers, dont on a remis un petit peu dans la course rookie. Brock Bowers, c'est ça, le tight end des Raiders, 32 réceptions, 349 yards et 3 touchdowns. Ça a été assez fou. Et Brandon Fisk des Rams. C'est ce petit rayon de soleil dans. Ouais, c'est ça. Chez les Raiders. À Las Vegas, c'est ça. Et donc, à noter que les Bills ont rejoint les Chiefs la semaine dernière pour la qualification pour les playoffs. Voilà pour le week 14. En tout cas le résumé global du week 14. Nous on va passer à notre action du week 14. Tu vas commencer Val, on va rester dans tous les cas, je vous le dis, à Minnesota, les Vikings contre les Falcons. On a deux pépites à vous montrer et c'est juste exceptionnel. Val, je te laisse commencer. Là on voit totalement l'action des Vikings et on voit que Sam Darnold essaye de se dépatouiller de tout cette qualité défensive des Falcons. Et là on voit tranquillement Jefferson open, always open, comme il aime le dire, comme Jamar Chase. C'est un petit peu les deux meilleurs de receveurs de cette ligue. Et là complètement tout seul, on se demande ce qui se passe dans. Regarde la vitesse qu'il met. Il est perdu, il est totalement perdu. Excuse-moi, regarde le néant des C'est juste l'image qui est importante. Et surtout il y a aussi le fait que les équipes sont dos à dos à ce moment-là. Il y a 14-13. Et là, ça met un petit coup d'accélérateur à la fin du troisième quart-temps, c'est aussi important. À noter que l'action joue, il reste une seconde, tu vois, pour le temps de jouer. Et ce snap est directement parti, et surtout il est très vite pressé par 3-4 joueurs, on le voit, c'est il élimine 3-4 joueurs, c'est ça. C'est impossible pour Darnold, et on sait qu'il a pas forcément ce coup d'un. Là il le met, et après il arrive à trouver Justin Jefferson. C'est un peu l'image de cette équipe des Vikings qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, et là qui sont juste exceptionnels. Moi j'ai bien aimé revoir le greedy de Jefferson, ça c'était plutôt pas mal. On en a eu deux. On a eu deux pour le prix d'un, et oui, ça faisait depuis le mois d'octobre qu'il n'avait pas inscrit un touchdown. On reste au même endroit avec un one-end exceptionnel. On va regarder ça tout de suite entre les Vikings et les Falcons. Donc là, on a Kirk Cousins là, qui va envoyer. Il y a 35-21. Donc à ce moment-là, si les Falcons marquent, les Falcons peuvent revenir à un seul touchdown des Vikings. Et à 6 minutes de la fin. À 6 minutes de la fin. Et voilà, le one-hand est juste exceptionnel de Byron Murphy, le cornerback de Minnesota. C'est un chef-d'œuvre. En plus, juste devant la end zone, c'est un chef-d'œuvre, franchement. C'est clutch et surtout, ça confirme juste la victoire pour les Vikings. Donc il y a tout dans cette action. Et autant la difficulté du catch que l'importance du moment. Donc, et c'est rare que ce soit des one-hand défensifs, qu'on ait des one-hand en défense. C'est-à-dire que on a plus souvent l'habitude de vous montrer des one-hand offensifs pour aller inscrire un touchdown. Là, pour le coup, c'est pour défendre. Ouais. C'est ça qui est encore plus beau. C'est surtout ça. Et puis, il lui met un mètre, quoi. Donc, c'est sans difficulté. C'est fou. Mais par contre, qu'est-ce que c'est important. Et après, du coup, ça scelle la victoire des Vikings. Exactement. On passe à notre MVP du week 14 pour conclure ce week. On va commencer avec je pense le meilleur. On est unanime là-dessus. Ouais. Moi, je mettrai quand même une mention honorable après, mais Sam Darnold, c'est juste fou. Le quarterback des Vikings. Rien que pour vous rappeler ses stats du match, c'est 347 yards, 5 touchdowns à la passe, plus de 78,6% de passes complétées durant cette rencontre. C'est lui à tout seul qui a tout fait à ces Falcons. C'est fou. Donc vraiment, on l'a pas. Ça fait, mais je crois que c'est la première fois qu'on le met en MVP de week. Non, c'est pas la première fois. Ouais, mais ça doit être honnêtement là une des premières fois depuis longtemps qu'on le retrouve là. Il a pas été aussi bon que ça dans cette saison. Et là, c'est juste phénoménal la prestation qu'il a sortie. On voit rien que là, il est rien que là dans une de nos actions du week. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'est clairement lui. C'est phénoménal. Là, je te le dis clairement, il commence, et même à New York ça le dit aussi, il commence à revenir dans la course au MVP
je sais pas si on se rend compte qu'il a tellement été important, tellement été clutch dans ce match, tellement été phénoménal, qu'il revient dans cette course au MVP on l'avait totalement supprimé depuis des semaines. On s'était dit que Darnold, c'était pas possible, même si les Vikings avaient un bon bilan, il était pas si phénoménal. Là, il a tellement fait un gros match qu'on est en train de remettre dans la discussion. Et c'est des prestations de vol qui, à chaque fois, on l'a vu avec CJ Stroud, des gens qui rentrent, tu vois, dans le MVP ladder. C'est sûr que ça tourne très vite. Exactement. Ouais. Mais il y en a quelques-uns qui restent depuis le début. C'est ça. On va quand même finir avec ta mention honorable. Non, tu voulais parler Bien sûr, ouais, c'est Zach Charbonnet, le running back des Seahawks, exactement. En fait, il a été phénoménal. J'ai vu en lui du Saquon Barkley. Saquon Barkley n'a pas été exceptionnel dans ce week. Et Charbonnet a pris le relais du côté des Seahawks, 134 yards sur 22 courses seulement, 2 touchdowns, 6,1 yards par moyenne par course de moyenne, 7 réceptions pour 59 yards, et puis voilà, on se rappelle d'un touchdown à la course de 54 yards, je crois. Il a été tellement décisif dans ce match que pour moi, cette victoire face aux Cardinals, les Seahawks la doivent à Charbonnet, qui a juste été phénoménal. Donc voilà, c'est ma mention honorable, parce que franchement, il a été juste fou. On passe, avant d'aller sur la course MVP, à notre chronique hebdomadaire signée Flo, le College Football Time, et on était dans le Week 15 et c'était juste phénoménal, parce que ça y est, on se rapproche des bowls et ça va être phénoménal. Ce week-end, c'était les finales de conférences universitaires. Comme je vous expliquais, finale de conférence, c'est-à-dire les 2 meilleures équipes de chaque conférence par rapport à leur bilan, uniquement face aux autres équipes de cette même conférence. Et ce dimanche soir, c'était le dernier playoff committee pour savoir qui des 12 équipes ira jouer les playoffs qui commenceront dans 2 semaines. Et tout d'abord, on va revenir sur les finales des 5 conférences majeures. Ça a commencé dans la nuit de vendredi à samedi avec Ashton Jeanty et les Broncos de Boise State qui se sont imposés face de UNLV, l'université de Nevada, Las Vegas, et remportent donc la conférence Mountain West. Ashton Jeanty aura quand même l'opportunité d'améliorer ses stats de cette saison avec encore au minimum un match, puisque Boise State sera qualifié pour les playoffs pour la première fois de son histoire. Dans le Big 12, tout a été renversé. Arizona State s'est imposé en finale de conférence, auteur d'une saison surprise alors qu'ils étaient prétendants à la dernière place en début de saison. Ils ont renversé tous les pronostics pour accéder à la finale de conférence contre Iowa State, l'autre équipe surprise de cette saison, pour s'imposer 45-19. Série d'invincibilité de 6 matchs depuis début novembre. Termine la saison en 11 victoires pour 2 défaites et iront en play-off également. Mais de leur côté, malgré une saison historique, Iowa State ne sera pas qualifié pour les playoffs. Match que tout le monde attendait, c'était le remake de la semaine 7 entre Georgia et Texas dans la conférence SEC. Et encore une fois, ça a tourné à l'avantage de la défense et de Georgia qui s'est imposé cette fois-ci en overtime avec une dernière action de leur quarterback remplaçant Gunnar Stockton qui a pris la place de Carson Beck qui s'est blessé au cours de match, qui a littéralement donné de sa personne pour aller placer son équipe en position pour gagner le match. Oregon, premier des rankings depuis la semaine 3, remporte le Big Ten dans sa finale face à Penn State. Les 2 équipes également iront en playoff. Et enfin, dans l'ACC, grosse finale entre SMU et Clemson, notamment pour Clemson qui devait s'imposer s'il voulait espérer intégrer ses playoffs, sachant qu'il comptait déjà 3 défaites. Mission réussie dans un match très serré qui aura vu un field goal de dernière minute offrir la victoire à Clemson 34-31. Ce qui nous renvoie donc au tableau des 12 équipes qualifiées pour les playoffs qui est paru ce dimanche soir. Tableau qui verra donc Clemson intégrer les 12 équipes qualifiées avec cette victoire en faveur d'Alabama. Un séisme pour le club. Pour 14 éditions, aura été 11 fois présent dans les playoffs pour 3 titres nationaux. Pas de Miami non plus, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, avec leur lourde défaite qui les a largement pénalisés. On a Arizona State, Boise State, Georgia et Oregon qui obtiendront leur qualification automatique pour les demi-finales et donc une bye week. Les autres équipes devront eux passer par une semaine de barrage dite de wildcard comme en NFL. Mercredi, je vous ferai une petite vidéo sur les prochains matchs qui vont arriver en NCAA. Il y a une petite semaine de trêve et ce sera le début des Fiesta Bowl. Ce sont des matchs sur invitation, il en existe beaucoup pour un petit peu célébrer la fin de la saison régulière, majoritairement pour les équipes qui ne sont pas qualifiées en playoff, mais aussi pour certaines qui auront aussi ces Fiesta Bowl à jouer aux alentours du premier de l'an. Merci Flo pour ce récap du college football. On se dit évidemment rendez-vous la semaine prochaine parce que là on va voir. Ça devient très très chaud. Là. Ça devient très très chaud, c'est ça, du côté des universités. Nous on va revenir en NFL avec la course que vous avez l'habitude de voir avec nous, la course au MVP. Parce que là on est un petit peu dans le flou quand même.
Lamar Jackson, c'était unanime il y a de cela, on va dire 3 semaines. Ouais. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas parce qu'on a du Saquon Barkley, on a du Lamar Jackson qui reviennent énormément. Josh Allen aussi. Et puis, Josh Allen. Et puis également Sam Darnold qu'on a dit qui revient également dans la course. Je te laisse commencer peut-être avec Saquon Barkley. C'est quand même l'arme offensive numéro 1 de ces Eagles, qu'on le veuille ou non, et surtout c'est lui tout seul qui permet manifestement de garder ces Eagles en vie, et surtout aussi fort dans cette... Le 11-2, il est en partie grâce à lui. Hein. Ah mais bien sûr, mais après il y a aussi toute l'arme offensive de Philly, mais ça passe quand même beaucoup par lui, et qu'est-ce qu'il est bon. Dans ses yards complétés, il est au-dessus des 2000. Pour donner les stats. Il vise les plus de 2000. Les 2000 ouais. On se souvient l'année dernière que Derrick Henry avait juste été phénoménal. Mais pas MVP. Là, il va falloir qu'il break un nouveau record. Parce que sinon, ça va être trop compliqué, il y a trop de concurrence. On va parler de concurrence, mais Josh Allen, il est encore entré dans l'histoire là, parce qu'il vient de marquer tout simplement sa 10e performance de la saison à plus de 300 yards complétés à la passe. Je sais pas si on se rend compte. Fou. Il a aussi eu le NFL record de fantasy, donc à 51,88 points. Aucun quarterback ni aucun joueur n'a fait ce score-là. Surtout qu'il a perdu. Hein. Et dans la défaite face à Los Angeles, c'est dire juste la saison qu'il est en train de faire. Chaque semaine, il rentre encore un peu plus dans l'histoire. Il a un bilan exceptionnel, même si là, ils ont perdu contre Los Angeles dans un match 10-3 quand même. Dans un match 44-42. Enfin, je suis désolé, il y a pire comme prestation offensive de son côté. C'est clair. Maintenant, pour moi, c'est le MVP de cette année. Pour toi, c'est ton top 1. Il n'y a aucun débat. Ah ouais. Pour moi, je ne C'était quand même beaucoup sur Saquon Barkley. Bien sûr, mais en fait là, il rentre tellement dans un moment où en fait, tu peux pas le sortir. Il coche beaucoup de cases. Il coche toutes les cases. Mais pour aussi un petit peu donner un peu de crédit à Saquon, pour moi, c'est lui que je vois le plus tatiller. Et pour moi, il faudrait qu'il. En fait, la difficulté, c'est qu'il va devoir aller chercher des records. Et le problème, c'est que si Philly ne suit pas, ça risque d'être compliqué. Après, Philly pour l'instant suit. Exactement. Dans le bilan, ils sont devant. Il reste des matchs. Il reste des matchs, mais dans le bilan et pour la beauté de la saison, quoi. Faut pas oublier que... La symbolique. Ouais, la symbolique. Il faut pas oublier que quand les Eagles sont en 1-2, c'est Saquon Barkley qui les remet sur le droit chemin, qui les remet en 2-2, puis après, ils sont en 11-2. C'est Saquon Barkley qui vraiment a remis les Eagles dans un niveau qu'on n'avait pas vu depuis longtemps à Philly. Et aujourd'hui, Philly est en 11-2 et on se dit que sans Barkley, ça n'aurait jamais été possible. Jalen Hurts, qui était cataclysmique au début, est redevenu bon grâce à Barkley. Mais après, est-ce que les Bills seraient aussi forts sans Josh Allen ? Non, aussi. Si on enlève des armes offensives aussi fortes, Josh Allen sur la saison, c'est 65% de passes complétées, 2691 yards, 20 touchdowns pour 5 interceptions seulement. Après, si on parle de stats, là on va rentrer dans un autre débat, c'est Lamar Jackson. Parce que c'est 3290 yards, c'est 29 touchdowns, 67% de passes réussies et seulement 3 interceptions dans la saison. Alors que les Ravens ne sont pas non plus dans la meilleure saison de l'histoire. Mais le bilan n'y est pas. Mais le bilan n'y est plus, parce qu'on se rappelle qu'ils étaient en 9-1, il me semble, 9-2, où c'était vraiment exceptionnel. Les Ravens, on se disait que voilà, c'était l'équipe du moment, c'était Lamar Jackson et rien d'autre. Ouais, exactement. Aujourd'hui, le bilan n'y est plus. C'est là où on dit que ça peut beaucoup bouger. Sauf il a fait que 2 mauvais matchs dans cette saison, en fait, c'est ça le problème. Mais sauf que le bilan collectif n'y est pas du côté des Ravens. On sait que c'est important, même si aujourd'hui je pense que c'est le quarterback le plus létal de la ligue. Josh Allen, mine de rien, il a le bilan, il a les matchs clutch, il a les matchs de division. Moi je vous le dis, ma décision est prise, ce sera Josh Allen et personne d'autre. Écoute, moi je pense que ce sera Saquon Barkley, je vais partir là-dessus. Pour la beauté, tu vois, comme on disait, un running back, c'est rare que ce soit un running back MVP. Bien sûr. Et pour le coup, on n'a jamais vu un mec porter autant une équipe, un running back porter autant une équipe depuis des années. Donc je me dis que c'est quand même fou. On parlait de Sam Darnold. Pour moi, il est quand même en dessous. Il y a quand même 10 interceptions dans la saison. Quand on compare par exemple à Lamar qui en a que 3, ça va lui porter préjudice. 5, donc forcément. Voilà, ça va pas lui porter chance en tout cas. Non, et puis le bilan n'est même pas. Le bilan est bon du côté des Vikings, mais il n'est pas aussi. Proéminent dans cette équipe comme peut l'être les autres quarterbacks. On va passer au classement avant d'aller sur le week 15 et les pronos parce que là forcément le classement a un petit peu bougé.
Bon, on a toujours les Bills en AFC Est qui sont devant en 10-3 devant les Dolphins. Les Dolphins qui peuvent toujours croire aux playoffs, comme tu l'as dit, hein, il y a un petit pourcentage de victoires. Il y a 7%, je crois, 7%. de chance pour eux de... On y était à la fin de la semaine dernière. Ouais. Là, ils ont gagné, donc à voir. Mais en fait, ça va juste dépendre de la forme des autres équipes, des Broncos, je crois. Ça va, bah oui, c'est ça les Broncos, parce qu'on va aller direct en AFC West tout en bas. Les Chiefs qui ont gagné leur division, c'est la seule équipe de toute la ligue à avoir gagné déjà sa division en 12-1, devant les Chargers en 8-5 et les Broncos également en 8-5, ce qui assure 3 victoires consécutives, donc ça c'est pas mal. Mais là, cette semaine, ils étaient en bye week. En AFC Nord, on a les Steelers qui vraiment font peur, hein, clairement. Ils sont aussi bons défensivement qu'offensivement. Maintenant, ils ont trouvé l'ingrédient, en tout cas les ingrédients. Les Ravens qui sont derrière en 8-5. Et derrière, bon, il n'y a pas de débat avec les Bengals et les Browns, ça ne passera pas pour les playoffs. Et puis à l'AFC Sud, on a les Texans qui sont premiers avec en 8-5 et qui normalement devraient aussi se qualifier en playoffs devant les Colts en 6-7. Voilà pour l'AFC, je te laisse faire la NFC. Ouais, la NFC, on a Philly et Washington dans la NFC Est qui sont deux équipes qui sont... les Philly sont très proches des playoffs. Ouais. Washington est à 80% de chance de se qualifier en playoffs, donc ça va le faire pour eux. Attention quand même. Hein. Derrière, c'est compliqué avec Dallas et New York. En NFC Nord, que dire ? Ça, c'est la guerre. On le voit, de toute façon, ça se voit au match de division. Il y a 4-0 pour les Lions. Et même les Lions contre les Packers, on le voit au match qui s'est passé. On voit que c'est une guerre, quoi. Ah, mais comme ça l'était avec les Vikings, là, ça l'est avec Green Bay. Donc, les Lions en 12-1, qui eux sont ultra favoris. 11 victoires consécutives. Oh là là. Juste impressionnant. Minnesota, qui mine de rien, est toujours là. Ils ont eu des petits matchs, pas... C'est moche, mais ça gagne. Hein. Exactement, ça finit par avoir des points et un bilan très très positif avec 6 victoires consécutives. Ouais. On a Green Bay en 9-4 qui eux sont quasiment qualifiés en playoff, ce qui n'est pas le cas des Bears. En étant troisième, c'est ça qui est fou. Et après, on a Tampa qui se taquine toujours la place avec Atlanta pour cette fin de saison. Elle est chère cette place. Sur 4 défaites consécutives. C'est fou, hein. Mais je disais, elle coûte cher cette place de premier de la division NFC Sud, parce que là on sait qu'avec la division NFC Nord, t'es obligé de finir premier pour être qualifié au playoff. Les 2, 3, 4, ils seront pas qualifiés. Non, mais bien sûr, et ça on le savait déjà pour New Orleans et pour Carolina, mais c'est fini. Et en NFC West, à noter le bon retour des Seahawks, 4 victoires consécutives, 8-5, un bilan plus que correct, et surtout une qualification qui leur tend les bras en playoff. Attention les Rams. Qui leur tend les bras. Oui. Ça ne dépend plus que d'eux. C'est ça. C'est à leur portée maintenant. Parce qu'ils ont pris l'avantage sur les Rams, les Cardinals et les Niners. Alors que honnêtement, il ne fallait pas perdre. Les Cardinals qui sont sur 3 défaites d'affilée. Et les Niners qui étaient sur une bonne série de défaites également. C'est surtout dans les divisionals où on voit qu'ils sont en 1-3. Et c'est ce qui va leur coûter leur place en play. Exactement. Et allez, on va passer au week 15. Au prono du week 15 avec dans un premier temps le vendredi on aura en TNF les Rams face aux Niners. Ce sera à San Francisco, c'est un match qui va coûter aussi très cher. Je pense que les Rams vont l'emporter, ils sont sur une bonne série et vu le niveau qu'ils ont mis face aux Bills, je vois pas comment ils peuvent perdre face aux Niners qui sont pas bons cette saison. Je te suis là-dessus, honnêtement, je vois bien Los Angeles continuer sur une victoire et s'imposer face à San Francisco vendredi soir. Le dimanche, dans la Red Zone, on aura les Chiefs face aux Browns. Il y a un débat ? Non. Allez. Les Browns. Les Browns. Non, en vrai, tu peux, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Pour le coup, je vais rester du côté de Kansas. Je pense que ça va le faire un petit 13-1, ce serait beau quand même pour cette saison. Sur 6 play, on aura les Texans face aux Dolphins, gros match, parce que là, je trouve ça assez indécis. Belle affiche. J'ai mis les Texans, mais je suis pas hyper convaincu non plus. En plus, ils sont quand même en retour de bye week, donc ça va les aider. Mais... Exactement, et c'est surtout que eux, ils ont quand même des matchs à gagner parce que la qualification n'est pas acquise, mais il y a une équipe pour qui la qualification reste un objectif, mine de rien, qui va être compliqué à aller chercher, c'est Miami. Et c'est pour ça que je vois Miami s'imposer dans ce match. On sait qu'Houston, ça galérait un petit peu depuis la blessure, notamment de leur Stephon Diggs. Exactement. De leur ses receveurs. L'un de leurs meilleurs receveurs le meilleur, clairement. de l'équipe. Ouais. Donc c'est pour ça que ça galère un peu plus offensivement. Là où du coup l'équipe offensive de Miami est totalement au complète.
complète. Et ouais, j'ai vraiment envie de souligner qu'ils ont plus le choix en fait. Ils ont plus le choix, ils ont faim, ils veulent les playoffs. Et avec le retour de commotion, depuis le retour de commotion de Tua, ça va mieux quand même du côté de Miami. Donc je me dis que oui, pourquoi pas. Je reste quand même sur les Texans parce que les Texans, ça reste quand même une valeur sûre comparée à Miami cette saison. Donc, mais en tout cas, c'est un match où il va falloir regarder ça. Enfin, c'est sur 6play, c'est gratuit, en clair. Donc, on va regarder ça avec un œil très, très important. Exactement. Les Ravens face aux Giants. Pareil, est-ce qu'il y a vraiment débat? Non, pour moi, ce sera Baltimore. Ouais, ça reste quand même à New York, attention, parce que New York, ça peut être chiant, hein, vraiment, même si parce qu'ils ont plus rien à jouer, donc ça peut être très chiant. Les Patriots face aux Cardinals, pareil, les Patriots, ils peuvent nous surprendre. Retour de bye week, ils ont rien à perdre. Sauf qu'Arizona a tout à gagner là-dedans. Tout à gagner, ouais. Tout à perdre même là-dedans. Donc exactement. Tu vois Arizona aussi? Bah, moi, je vois les Cardinals s'imposer dans ce match parce qu'ils ont l'obligation de regoûter à la victoire. Bah ouais, et ça passera par ce match-là. Il ne faut pas faire de faux pas contre New England. Exactement. On aura un gros match. Je pense le plus gros match de ce week. Les Bills face aux Lions. Est-ce que les Bills vont réussir à faire tomber les Lions, la série de 11 victoires consécutives? Val. Est-ce que c'est possible? Je pense. Hein. Franchement, moi je vois les Bills l'emporter, se relancer, parce que t'imagines, s'ils perdent 2 défaites d'affilée, t'as quand même un petit coup au moral quand même. Enfin, bien sûr. Dans cette conférence où on sait que les Chiefs dominent, si t'arrives pas à les suivre, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je vais te suivre là-dessus. Je vois bien les Bills s'imposer dans ce match-là. Honnêtement, ça fait quelques matchs où on se demande quand est-ce que Détroit va perdre. Détroit va perdre à un moment. Ouais. C'est sûr. Ils ne peuvent pas rester. Parce que c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, en fait, c'est un gros collectif, mais moi, je suis désolé. C'est l'équipe que je kiffe regarder depuis le début de saison. Par exemple, c'est Détroit. Les Packers, ils doivent perdre. Tu vois, et encore une fois, il y a quelques matchs où tu te dis, c'est pas possible, comment ils font pour gagner? Ok, il y a un gros collectif, mais ça joue, c'est un peu comme les Chiefs, des fois, ça joue à rien. Mais Green Bay, ce ne sont pas Buffalo, et Buffalo va l'emporter dans ce match-là. C'est pour ça, oui. À moins d'une énième masterclass de Détroit, et ça, pour le coup, on sera pas surpris, même si on se mouille un petit peu, et on lance Buffalo dans ce match-là. On lance Buffalo, et puis on espère un grand Josh Allen, parce que je pense qu'il faudra un Josh Allen exceptionnel, XXL pour l'emporter. Et MVP peut-être. Taille MVP, pourquoi pas. Les Buccaneers face aux Chargers, gros match aussi. Tampa Bay n'a plus trop le droit à l'erreur non plus, et les Chargers non plus, s'ils veulent pas se faire dépasser par les Broncos. Donc là, on a que des matchs à enjeu en fait dans ce week. Je vois les Chargers l'emporter, ça à Los Angeles, se relancer face aux Chiefs, ça c'est joué à rien, et ils sont quand même sur une grosse forme. Non, Los Angeles va l'emporter dans ce match, et j'espère pour eux, parce que c'est un match à ne pas perdre, et surtout qu'on sait qu'ils ont le statut de favori dans ce match-là. Exactement, et les Steelers face aux Eagles. Gros match encore. Gros match, et je vois les Eagles tomber pour une fois, après je crois 9 victoires consécutives. Je les vois tomber face aux Steelers, je me dis mais comment les Steelers peuvent perdre en fait. Défensivement c'est intouchable, et offensivement Russell Wilson commence à retrouver sa vingtaine, c'est pas possible. Tu connais ton quarterback. Oui. Tu sais très bien que c'est sur quelques éclairs. Manifestement on peut pas lui enlever. Russell Wilson n'est pas aussi consistant que les autres quarterbacks. Il est de plus en plus, je trouve. Au début de saison on pouvait le critiquer énormément, là je trouve que sur les 3-4 derniers matchs il est là. Les 3 matchs. Les 3 derniers matchs, il est vraiment présent. Là, le dernier match, il était présent. Hein. Exactement. L'avant-dernier aussi. Mais par contre, là, moi, de mon côté, je vais voir Philadelphie l'emporter. Parce que pour moi, Pittsburgh n'a pas offensivement les mêmes qualités que Philly. Et pour moi, ça va faire le. Mais défensivement, Philly n'est pas au top. Ah, absolument pas. Absolument pas. Ils le disent même de leur côté. Ils ont besoin de gars défensivement. C'est très important. Mais bon, moi je vois bien Philly dans ce match-là. C'est une des rencontres quand même, elles sont pas simples à pronostiquer. Ah non. Dites-le nous en commentaire si vous aviez des takes à prendre là-dessus. On va finir tranquillement. Les deux prochains, les deux derniers matchs. Le prochain, en tout cas, ça va être dur aussi à pronostiquer, c'est les Packers face aux Seahawks. En toute objectivité, je vais mettre les Packers. Mais encore une fois, je me dis, ça va être compliqué face aux Seahawks. En fait, les deux ne peuvent pas perdre. Non. Les Seahawks, s'ils veulent confirmer et aller se qualifier en play-off, il faut qu'ils gagnent face à Green Bay. Et si Green Bay veut aller en play-off, avoir ne serait-ce qu'un petit espoir, parce qu'ils sont quand même 3e de la division, il faut gagner. Mais Green Bay va perdre. Oh, t'es dur. Green Bay va perdre parce que c'est les Seahawks qui vont l'emporter dans ce match-là. Exactement. Ils sont sur une série de 4 victoires et on sait que honnêtement, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ouais. Tout comme Green Bay, sauf que Green Bay, on l'a vu, ça peut être défaillant. Là où les Seahawks, finalement, depuis quelques rencontres, c'est du très costaud. C'est du costaud, c'est complet en fait. C'est ça que je trouve impressionnant. Depuis quelques matchs, c'est vrai que c'est très complet, ça carbure bien.
Même Ouais, sans du un côté grand de Green Geno Bay, hein. Smith, Oui, finalement, c'est ça. ça marche tout aussi bien et ça peut être que impressionnant et je pense qu'ils vont faire tourner Green Bay. Et donc enfin le MNF, le Monday Night Football, avec les Bears face aux Vikings, ça sera à Minnesota. Pas trop de surprises. Normalement non. Si, à moins que Calais Williams se décide à se remotiver un de ces jours, mais... Pour moi les Vikings sont trop forts cette Ils sont saison. au-dessus, ils sont clairement au-dessus, et comparé à Chicago, c'est vrai qu'il y a un monde d'écart. Merci à tous d'avoir regardé cette émission, merci à toi Val d'avoir pu débattre. Toujours un plaisir. Et merci à Flo aussi Merci à Flo. d'avoir pu faire cette petite aparté sur le college football. Et merci à Camille en régie évidemment. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le week 15. On s'approche de la fin, plus que 3 weeks avant la fin de la saison régulière. Donc voilà, d'ici ce temps-là, portez-vous bien, passez une bonne journée et à lundi prochain.